Allô, monsieur Clouet, est-ce que vous m'entendez? Mais excellemment. Oh là là, on a l'entrée en scène en plus, on a tout là. Là, on a tout. Ah bah, vous avez Bon, un député insoumis, hein, c'est pas un macroniste non plus que vous invitez, forcément. ce sera la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine. Ah ouais, bon bah écoutez, soyez moins nombreux. Non, ce sera Patrick Vignal qui sera là la semaine prochaine, qui va D'accord, nous bon, c'est venir. pas grave, soyez quand même moins nombreux. Oui. Et vendredi, j'en précise, ce sera votre collègue Gérard Le Seul qui sera Ah, présent excellent. pour sa PPL sur le renforcement de l'accueil familial comme solution d'accompagnement pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Mais vous, monsieur Bah Clouet, revenez à ce moment-là. on vous reçoit. Oui. Là, je vous dis tout de suite, on vient de passer 4 heures à écouter Marine Le Pen. Donc on a besoin de se détendre, de Mais parler c'est d'autre chose. une chaîne ou c'est un truc de torture en fait, ce que vous faites là? Au Je sais choix, pas au l'histoire. choix, au choix. Bon, monsieur Clouet, vous êtes député LFI de la première circonscription des Hauts-de-Garonne depuis 2022 et on vous reçoit aujourd'hui Oui. pour que vous nous présentiez votre proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête sur, je cite, la déstabilisation de l'industrie aéronautique française. Mais avant, ma première question, c'est comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben écoutez, très bien, j'ai passé une belle journée, on a auditionné le MEDEF par exemple, c'était chouette. Et puis on a écouté le Haut Conseil aux finances publiques nous expliquer qu'il y avait un problème de dette dans le pays sans jamais parler des créanciers privés. Donc j'ai passé vraiment une super journée qui me met beaucoup d'énergie pour discuter avec vous. Donc ma première question, elle va être un peu piquante, mais à quoi elle sert votre proposition de résolution quand la France insoumise a d'ores et déjà tiré son droit, son tirage de commission d'enquête avec les Uber Files? Oui, à trois choses. Bon, évidemment, d'abord à venir parler avec vous, c'est un plaisir. Deuxièmement, elle sert à permettre à certains de se racheter un peu de conscience en éventuellement co-signant ou soutenant son examen, parce que je pense que on n'est pas sur une proposition de commission d'enquête qui soit insoumise. Si vous voulez, la question de savoir quelles sont les forces intérieures et extérieures qui essayent de démanteler toute une industrie et de la livrer à un capital flottant, me paraît être une question d'intérêt général qui dépasse largement le cadre de mon groupe et de notre doctrine politique. Et enfin, troisièmement, c'est évidemment un véhicule pour pouvoir susciter l'attention la plus large possible. On a le scandale autour de la TCOR dans l'industrie aéronautique en ce moment, on va peut-être revenir dessus, mais ça permet d'informer le grand public de ce qui se passe et de donner du sens à un ensemble d'événements qui, pris isolément, peut-être n'en ont pas, mais en les restituant dans un processus d'ensemble, on peut voir ce qui se passe, à savoir des tentatives de déstabilisation assez importantes de la part de puissances étrangères constituées, et ce, avec la complicité objective ou subjective des actionnaires de référence. Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous la présenter, j'allais Oui. dire article par article, puisqu'il y a plusieurs articles dans votre PPR, dans votre PRCE, je vais y arriver. Alors non, il y a un article unique, mais du coup, je peux quand même vous le présenter. J'ai lu 4 articles, moi. Ah non, c'est pardon, c'est en plusieurs points. C'est moi qui suis Exactement. pas doué, Mais pardon. ne vous inquiétez pas, j'ai bien vu C'est que j'ai les, contesté, que je c'est connaissais ça. bien le texte, ça marche. Alors, C'est les 4 heures, c'est les 4 heures de Marine Le Pen, ça m'a tué, c'est pour ça. ah oui, non, mais normalement, de toute façon, ça fait fondre n'importe quel cerveau, aussi bien constitué soit-il. Donc, quoi qu'il en est, sur le texte, ça part d'un constat, si vous voulez. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a des opérations de déstabilisation de l'industrie aéronautique française qui sont soit pilotées de manière quasiment officielle par des pays étrangers, je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, qui utilisent des fonds avec une proximité très forte au département d'État, au Pentagone et à la CIA pour prendre des parts d'industrie aéronautique dans d'autres pays et opérer une mise sous tutelle, enfin une captation des brevets et ensuite une liquidation de l'industrie en question. C'est le cas de la TCOR, hein, le site qui a été racheté par Searchlight, qui a imposé des choses totalement absurdes, notamment délocaliser la production et faire des achats à l'étranger, qui était totalement délirant, notamment par rapport au segment sur lequel je positionne la TCOR, et qui du coup se retrouve en grande difficulté à cause de ces décisions-là. Donc on a des puissances étrangères, parfois non identifiées. Je pense aux attaques informatiques, aux cyberattaques, pardon, notamment contre les sous-traitants au niveau de Airbus et autres. Et si jamais ces opérations ont parfois du succès, c'est notamment parce que les exigences des actionnaires aujourd'hui dans ce pays ont largement affaibli la capacité de résistance de l'industrie. Vous avez des industries qui sont pilotées à court terme, qui n'ont pas de projet à 15-20 ans ou de moins en moins, qui doivent rendre des comptes à des personnes qui veulent des rentabilités ou qui veulent un rendement à X mois. Donc, dans ces conditions, ça limite aussi leur capacité à se défendre et à avoir une décision stratégique. Enfin, ce qui est peut-être le plus choquant dans l'histoire, parce qu'à la limite, on comprend que la CIA ait envie de défendre Boeing en liquidant l'industrie française. On comprend que les actionnaires, par rapacité, aient envie d'avoir vite de l'argent. Mais on ne comprend pas pourquoi l'État, en France, ne fait rien.
On ne comprend pas pourquoi, par exemple, les décrets qui permettent d'autoriser ou d'interdire les OPA qui sont, disons, menaçantes pour l'industrie française ne sont jamais bloqués. On ne comprend pas pourquoi les prêts de l'État, de France Relance, ne sont soumis à aucune condition en termes de qualification, de maintien de l'emploi ou de brevet. On ne comprend pas pourquoi les actionnaires qui sont censés représenter l'État dans les conseils d'administration de grandes entreprises sont des actionnaires dits indépendants, c'est-à-dire que Bercy ne leur demande rien. Non seulement ils ne donnent pas de consignes alors qu'ils nous présentent l'argent public, mais en plus ils ne transmettent même pas l'information au grand public. Donc, on a quand même un dessaisissement de la puissance publique, un dessaisissement qui est volontaire, parce qu'on a les moyens d'agir, ils existent, les moyens juridiques sont là, et il y a une volonté délibérée de ne pas les employer. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, mais c'est un peu aussi le jeu du monde capitaliste, d'entreprises qui, je vais pas dire essayent de se mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, qui essayent d'arriver à la première place, puisqu'on le rappelle, Airbus est devant Boeing. Oui, et bien raison de plus. Si on est Pour devant défendre, du Boeing, coup. pourquoi vous voulez sacrifier l'appareil de production en liquidant tout ce qui se fait? Et puis par ailleurs, moi ce que je leur réponds, c'est très simple. Vous croyez que les États-Unis ou la Chine n'ont pas une action publique décisive en la matière? Bien sûr que si. Les États-Unis, on vient de le montrer. Il y a des fonds étroitement liés à l'appareil d'État qui vont mener des opérations stratégiquement décidées à Washington. Du côté chinois, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Vous savez très bien qu'il y a un contrôle extrêmement fort de l'État pour avoir des plans de structuration de la filière sur des décennies et qui n'hésitent absolument pas à écraser les concurrents avec l'appui du gouvernement chinois. La France, on est les seuls à jouer à un soi-disant jeu du libre marché. Alors, pas total, hein, il y a quelques milliards qui ont été mis durant la crise, etc. Et c'est très bien. Mais il y a une absence de volonté politique, un dessaisissement qui conduit à n'avoir aucune vision stratégique sur la filière. Et effectivement, je pense qu'on est un des rares au monde où l'État ne se dote pas d'une vision stratégique, n'a pas des calendriers, par exemple, une chose toute bête. Lorsque vous subventionnez une entreprise, il faudra avoir un calendrier d'exigence. Dire voilà l'objectif dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 9 ans, par exemple. On peut discuter, hein, évidemment, le crantage. Mais tout cela est absolument inexistant et conduit à avoir soit des entreprises qui se font la guerre les unes les autres sur les mêmes filières et sur les mêmes secteurs, même les mêmes produits parfois, ce qui est absurde, soit à faire des dotations financières à des boîtes sans aucune condition, ce qui du coup prive de dotations d'autres qui auraient peut-être de meilleures activités à proposer, ou encore on tolère des OPA hostiles et menaçantes alors qu'on a la capacité juridique de les interdire. Alors, on rappelle que vous êtes député de la Haute-Garonne, de la région de Toulouse. Et d'ailleurs, vos 3 autres collègues qui ont co-signé cette proposition sont aussi ce que moi j'appelle le Toulouse Gang. C'est-à-dire, et on vous voit d'ailleurs sur Twitter souvent échanger sur Toulouse et notamment l'université de Toulouse. C'est aussi voilà, défendre Toulouse parce qu'on sait que Airbus est à Oui. Toulouse. Qu'est-ce que. La Haute-Garonne en général, hein, parce que vous avez des équipementiers, des sous-traitants partout dans le département. Justement, vous vivez dans un département, je ne vais pas dire qui est quasiment dépendant de Airbus au niveau professionnel, qui emploie, je n'ai pas les chiffres, mais je pense plusieurs dizaines de milliers de personnes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent pour un parti, enfin pour un mouvement, pardon, qui se veut écologiste, de défendre une industrie aussi polluante que l'aviation? Ah bah justement. Attendez, est-ce que vous pensez que la liquidation de l'industrie est une solution écologique? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'aéronautique? Il faut avoir un contrôle public pour pouvoir opérer une réorientation de certaines qualifications et productions. C'est-à-dire, le tournant écologique ne va pas arriver naturellement par le libre marché, et encore moins si on se contente de laisser le secteur entre les mains d'actionnaires privés et entre les mains de puissances étrangères. Si vous voulez, alors si vous faites ça, vous êtes absolument certain que vous aurez de la production à court terme, plus aucune réflexion sur la décarbonation du secteur, plus aucune réflexion sur l'intensité et le nombre de vols, et surtout, vous allez déconnecter, par exemple, tout ce qui est contrôle de l'aviation civile, la gestion des aéroports, de la production. C'est le meilleur moyen de gouverner, non pas selon les besoins, mais selon le taux de profit. Donc, il faut au contraire, si on veut opérer une transition environnementale dans le secteur, c'est-à-dire soutenir tout ce qui s'invente, c'est-à-dire soutenir les dernières innovations, c'est-à-dire soutenir l'élévation des qualifications des salariés qui ont plein d'idées pour réorienter leur industrie, c'est-à-dire diversifier les productions. Si on veut faire tout ça, il faut un contrôle public et stratégique. Alors, on va revenir du coup sur votre proposition de résolution et ce que moi j'avais appelé article par erreur, mais du coup point par point. Vous dites cette commission d'enquête a pour mission 1 de prendre connaissance des fermetures de sites, des redéploiements capitalistiques et des déplacements d'appareils productifs depuis 10 ans dans l'industrie aéronautique. Souvent on dit que dans les commissions d'enquête, on a déjà, quand on la demande,
une petite idée de la réponse. Est-ce que vous avez déjà, vous, des chiffres de votre côté, euh, pas forcément précis, mais des idées de chiffres sur ces fermetures de sites et ces redéploiements? Oui, alors les fermetures de sites ne sont pas si nombreuses que ça, mais en revanche, on a des déplacements capitalistiques qui sont pour le coup encore mystérieux. Et C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez définir d'ailleurs ce que oui, c'est non, mais redéploiement? j'y viens, j'y viens. Par exemple, sur la TECOR, on a attendu quand même d'avoir le scandale récent pour avoir les données exactes sur la valeur de l'appareil productif qui avait été envoyé en Tchéquie ou au Mexique, typiquement. Donc, le premier point, c'est faire le bilan sur les dernières 20 années. Où est-ce qu'on en est des sites qui sont étendus, des sites qui sont rétrécis, des passages évidemment de l'un à l'autre, et de disons, la loi de la valeur, si on veut être un peu marxiste, mais disons des déplacements du capital, à la fois au niveau national, comment ça se structure en termes de territoire, et aussi, surtout, au niveau international, c'est-à-dire quelle est la part du capital français dans l'aéronautique partie à l'étranger, et évidemment la partie inverse. Alors, on a plusieurs questions dans le chat, notamment de personnes écolos, membres d'Europe Écologie Les Verts dans le chat. On vous demande quel est votre avis sur les carburants aériens dits du futur hydrogène, méthane, vert? Alors, c'est un peu différent parce que j'imagine qu'ils veulent parler des SAF, donc les carburants qui sont issus notamment, enfin, qui sont en gros de l'agrocarburant, si on va un peu vite, et l'hydrogène de l'autre côté. Ce sont deux choses assez distinctes. Il y a des projets à base d'hydrogène, mais qui concernent avant tout des courts courriers, donc qui peuvent apporter une réponse, mais qui est quand même assez mesurée. Par ailleurs, sur le court courrier, dès lors qu'il y a une alternative en train, il faut l'alternative en train. On va pas faire c'est pas parce qu'il y a de l'hydrogène qu'on va faire des avions là où on pourrait rouler en train. En revanche, sur les SAF, donc sur les différents agrocarburants, il y a une marge très importante pour élever la part qui est utilisée dans les avions contemporains pour réduire, on va dire, la part, pour le dire la part d'essence au profit de la quantité de SAF. Et ça, c'est quelque chose qui peut et surtout qui doit avoir lieu extrêmement rapidement. Parce qu'on a encore sur le marché international beaucoup d'avions ancien régime, donc il y a une consommation qui est extrêmement importante. Alors déjà en volume et puis en plus par tête de personnes qui volent dedans. Mais donc on peut avoir une montée sur les SAF. Ensuite, avoir une montée sur les SAF, ça ne veut pas dire que le secteur va être décarboné intégralement. C'est notre nouvelle amie. On est sur un secteur aéronautique où il faut poser deux questions. Il faut poser la question à la fois de la soutenabilité des pollutions qui sont engendrées, parce que comme tout secteur de transport, ça polluera. C'est-à-dire, tout transport de masse pollue. La question, c'est comment on le gère, comment on en réduit la proportion. Donc pour ça, vous avez des alternatives, notamment en termes de carburant et de pollution, et vous avez aussi une réflexion à avoir sur l'intensité des vols. Et on a une autre question de Karim dans le chat qui dit oui, mais donc il parle de vous, que les gens continuent à prendre l'avion, point d'interrogation. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt une décroissance de cette industrie plutôt que d'encourager le productivisme? Si vous voulez réorganiser le secteur, il faut un contrôle public. Hmm. Ou alors, enfin, moi, je ne vois pas comment, en livrant le marché à Boeing et aux actionnaires privés français, vous allez organiser une restructuration du secteur. Si on veut avoir une vraie réflexion de quels sont les vols qui sont nécessaires et utiles, il faut avoir un contrôle public stratégique. On ne peut pas le faire en abandonnant au marché libre cette tâche-là, pour une raison simple. Parce que tout simplement, c'est rentable pour le secteur d'avoir des vols, y compris des vols parfois à moitié à vide, là où on pourrait rationaliser l'ensemble du secteur et diminuer effectivement le nombre de vols. Et c'est ce que j'évoquais sur le premier point, mais je pense que la question était un peu synchrone. Effectivement, les vols de courte portée, par exemple, doivent être remplacés par le train, c'est une évidence. Et là, je suis en train de regarder, parce que j'avoue, je ne suis pas un spécialiste de l'aviation, hein, j'ai pris l'avion qu'une seule fois dans ma vie. Je vois que les actionnaires de Airbus, c'est l'État français à 11%, l'État allemand à 10,9% et l'État espagnol à 4,7%. Et après, c'est 73% de ce qu'on appelle flottant. Capital Euh, flottant. Comment, du coup, bah, parce qu'on n'est pas les seuls, du coup, les Français à choisir par rapport au groupe Airbus, comment impliquer mieux, enfin, comment impliquer, ou est-ce qu'il faut impliquer les deux autres pays qui possèdent en partie Airbus? Bien sûr, de toute façon, ils sont copropriétaires. Mais il y a deux questions qui se posent là-dedans. La première, c'est ce que signifie d'être actionnaire. Et ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'avais déposé une question écrite à M. Bruno Le Maire, je crois que c'est une des premières que j'ai déposées durant ce mandat, sur, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la nature des consignes, des recommandations qu'il donne aux actionnaires, enfin en tout cas à ceux qui nous représentent dans Airbus. C'est-à-dire, donc, il y a au sein d'Airbus des personnes qui siègent au titre de l'État français. Donc, ces personnes qui siègent, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont des personnes qui ont une marge de manœuvre
totale et comment dire, radicalement indépendante pour faire ce qu'elles veulent. Et moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que vous avez certes 11% de capital public, enfin, ce 11% ne sert rigoureusement à rien si vous nommez des gens auxquels vous ne donnez pas de consignes, qui ne vous donnent pas d'informations en retour. Et c'est la situation dans laquelle on est. Donc, il y a un vrai problème, une réflexion à avoir, mais qui est plus générale, hein, qui dépasse évidemment la question d'Airbus et surtout qui dépasse la question de l'aéronautique, qui est que dit-on à nos représentantes et nos représentants dans les conseils d'administration au titre de l'action publique, au titre de l'argent public. Moi, je pense qu'on a un problème qui est majeur dans ces conditions-là et qu'il faut qu'on ait une ligne stratégique et qu'on ne nomme dans les conseils d'administration que des personnes qui représentent cette orientation-là, qui ont une consigne claire, qui ont un mandat et qui rendent des comptes ultérieurement sur ce qu'elles ont voté. Dis donc, Attends, on n'en sait rien. On ne sait rien Ouais. ce que votent les actionnaires pour nous. Adrien Clouet, ministre des Transports, non, à l'avenir? Déjà, on va essayer de virer les macronistes et puis après, on verra ce qu'on fait. Sinon, ensuite, la deuxième mission que vous présentez, c'est d'identifier les menaces extérieures, soit Oui. les puissances étrangères et leurs moyens d'action qui œuvrent au démantèlement de l'industrie aéronautique française, c'est-à-dire à la fermeture d'établissements, au rétrécissement de la base productive et à l'accaparation via des achats ciblés d'entreprises et des brevets français. Vous avez cité la CIA et les États-Unis. Est-ce que vous avez Oui. d'autres pistes aussi d'enquête? Alors, bien sûr. Alors, pour le moment, les seuls pour lesquels on sait, c'est accrédité en termes d'intelligence économique, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont une politique très agressive, déjà globalement dans le monde, mais en particulier sur l'aéronautique française. Après, il y a des soupçons. Et évidemment, bon, moi, je suis député, donc je ne suis pas là pour me prononcer sur des soupçons. Il y en a qui évoquent la Russie, il y en a qui évoquent la République populaire de Chine. Bon, il y a des discussions qui ont lieu et je pense qu'on mérite, dans le cadre de la direction du pays en France, d'avoir un peu d'éclairage, de pouvoir, dans cette commission d'enquête, recevoir les dirigeants des renseignements, notamment qui font de l'intelligence économique, qui font des renseignements industriels, etc., pour faire le point, leur dire où en est-on dans les menaces, qu'est-ce qu'on a identifié, quelles sont les adresses IP des personnes qui ont fait de la cyberattaque, pour pouvoir un peu avoir une idée des pays, d'où ça vient, quelles sont les informations qu'on a sur les logiques d'espionnage qui ont eu lieu, etc., etc. Donc il faut faire le point là-dessus et savoir d'où ça vient, d'une part, et ensuite par qui c'est commandité. Parce qu'évidemment, savoir d'où ça vient ne veut pas dire qu'on connaît la personne derrière. On ne peut pas faire d'extrapolation sur un sujet aussi sensible. Mais il faut qu'on ait une occasion de faire un point sur l'ensemble des menaces qui pèsent sur le secteur. Et je pense qu'une commission d'enquête est le bon moment, permettra de lister l'ensemble des attaques qui ont été recensées et les indices dont on dispose pour essayer de deviner leurs sources. Vous voulez aussi, donc ça c'est la troisième mission, de recenser l'usage qu'ont eu les bénéficiaires d'aides publiques, de prêts, de Oui. subventions dans l'industrie aéronautique, au-delà des prêts garantis par l'État. C'est quoi la crainte, enfin pourquoi cette mission-là? C'est parce que vous avez des craintes de Ah oui. détournement Non, c'est pas détournement. Enfin, détournement. Non, c'est juste des gens qui font n'importe quoi. C'est beaucoup plus simple, en fait. Vous savez, on parlait de la TECOR, donc cette entreprise qui produit des macrostructures et systèmes d'interconnexion dans l'aérospatial, on va dire. Eh bien, cette entreprise, elle a reçu 270 millions d'euros d'aide. Enfin, pardon, pour être tout à fait exact, d'aide et de prêts bonifiés, on va dire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ont délocalisé la production en Tchéquie, au Mexique. Hmm. Eh bien, moi, il me semble qu'il faut faire un recensement, un bilan de l'ensemble de l'argent qui a été mis dans le secteur, et généralement à raison. Mais qu'est-il devenu de cet argent? À quoi a-t-il servi? Est-ce qu'il a servi effectivement à décarboner, à avancer technologiquement? Dans ce cas-là, très bien. Et il faut le savoir, parce que le savoir, c'est aussi comprendre ce qui marche. Mais dans quelles conditions et dans quelles circonstances ça a servi à des choses qui sont menaçantes pour le secteur? Dans quelles conditions et dans quel moment ça a servi à gaver des actionnaires? Dans quel moment ça a servi à délocaliser la production, faire des OPA spéculatives absurdes à l'étranger? Donc, il faut savoir quel était l'usage de l'argent, le retracer et nous dire quels sont les cas d'école qui fonctionnent et quels sont au contraire les usages qui ont été néfastes. À vous entendre, on a quand même l'impression que vous avez déjà une partie des réponses. Bah, non, c'est pas des réponses. Si vous voulez, en fait, on a des cas. Mais vous voyez, vous avez toujours des cas. Vous savez Hmm. qu'il y a une boîte qui a fait ça. Alors, il y a des boîtes qui ont reçu de l'argent et qui peuvent présenter des résultats hyper intéressants. On a travaillé sur les carlingues, on a diminué, par exemple, le poids, ce qui fait qu'on pollue moins parce qu'il faut moins d'énergie pour le décollage. On a des boîtes qui travaillent sur le branchement électrique pour que le décollage se fasse sans essence. Bon, il y a des travaux comme ça. Il y a des boîtes qui ont reçu de l'argent pour ça et c'est bien. Mais on a aussi des boîtes comme la TECOR ou d'autres qui ont reçu de l'argent et qui ont eu un usage qui est très critiquable. La question, c'est la proportion de chacun. Bon, ensuite, pour conclure, il y a encore trois missions. La quatrième, c'est d'analyser les exigences actionnariales. C'est pas facile à dire. Bon, Actionnariat.
Merci. Dans le secteur de l'aéronautique et en calculer la ponction à l'échelle Oui. de la filière. Alors, est-ce que vous pouvez Combien définir? il nous coûte, quoi? Vous savez, combien nous coûtent les actionnaires? C'est par rapport à l'argent qu'ils ont mis dedans. Parce que c'est quoi une action? Une action, c'est vous achetez une action, vous mettez de l'argent dans une entreprise, vous avez un titre de propriété qui vous rapporte de l'argent. Bon, la question, c'est évidemment le rapport entre ce qu'ont mis les actionnaires et ce qu'ils reçoivent. Parce que lorsque Hmm. le cours monte, bien, et à la fin, ils reçoivent plus que ce qu'ils ont mis au début. Donc, combien nous coûte aujourd'hui, dans l'aéronautique française, les actionnaires? Je pense que c'est une vraie question et il faut faire la lumière dessus. Vous, Parce que, vous êtes... parce que vous avez des boîtes, par exemple, dans la sous-traitance qui nous disent on manque d'argent pour notre système de cybersécurité. Par exemple, vous voyez, parce que c'est notamment là le point fragile souvent, c'est les sous-traitants qui sont plus exposés à un piratage informatique ou autre parce qu'ils n'ont pas des gros systèmes comme Airbus, Thales, Safran qui, eux, ça n'arrive jamais qu'ils soient piratés de manière massive. C'est inexistant. Mais vous avez des sous-traitants qui disent bon, on n'a pas l'argent pour ça, mais en même temps qui sont obligés par leurs actionnaires d'être pressurés. Vous voyez, donc quand vous avez une boîte qui vous dit j'ai pas 20 000 euros pour un système de défense vraiment performant, mais que l'actionnaire leur en a pris 100 000, ça pose question. J'allais vous demander, est-ce que vous êtes actionnaire, mais je viens de vérifier la HATVP, vous avez marqué néant. Eh ben non, je ne suis pas actionnaire. Donc, je me prononce d'autant plus librement sur les sujets politiques et industriels que je n'ai pas mon portefeuille dans la tête. La cinquième mission, c'est d'auditionner les responsables publics afin de prendre connaissance des réponses qu'ils ont apportées aux 4 premiers points. Voilà, bah, en gros, savoir ce qu'ils ont fait. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils disent des redéploiements de la production? Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque des boîtes disent on délocalise au Maroc, au Mexique? Premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'on leur a fait remonter les menaces? On leur a dit il y a des cyberattaques, il y a des fonds spéculatifs états-uniens qui veulent liquider l'industrie. Qu'ont-ils fait? Quelles mesures ont été prises? J'ai quand même tendance à penser que c'est néant pour l'instant, mais peut-être qu'ils nous apporteront des réponses surprenantes et j'en serais très ravi. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de bilan des aides publiques? Pourquoi ils ont accordé des aides publiques à certaines boîtes et pas à d'autres? Il faut des réponses Hmm. là-dessus. Savoir quels engagements ils ont eus et comparer les engagements obtenus à ce qui a été effectivement fait. Et quatrièmement, quelle information ils ont sur les actionnaires? Est-ce qu'on n'a pas mis aussi des aides publiques dans des boîtes où l'aide publique est directement partie aux actionnaires, où elle a servi en Hmm. fait à rémunérer l'actionnariat qui sinon n'aurait pas été payé, notamment je pense aux années blanches durant le Covid. Vous avez des boîtes qui ont payé les actionnaires et qui ont reçu de l'argent public. En fait, l'argent public a servi à payer l'actionnaire pour maintenir ses billes dans la boîte et pas du tout à opérer la transition, à avoir des projets industriels ou autres. On a un rappel au règlement dans le chat que vous dites Airbus n'a pas été piraté et là il dit pas tout à fait. Alors j'ai vérifié, Airbus n'a pas été directement cyberattaqué, c'est ses sous-traitants. Voilà, Et c'est ce que je disais. c'est pour préciser. La sous-traitance, c'est le lieu de vulnérabilité. C'est Après, justement. non, mais attendez, précision. Il y a des attaques contre Airbus. Hmm. Il y a des attaques, évidemment. Mais Airbus n'a pas eu à déplorer des pertes de données Hmm. importantes, etc. en interne. En revanche, la sous-traitance, oui. Alors, derrière, ça oblige aussi une réflexion industrielle générale sur ce qu'est la sous-traitance. Parce que la sous-traitance est un problème en tant que tel. C'est des gens qui sont maltraités, qui sont sous-payés, qui n'ont pas leur mot à dire dans les projets industriels tels qu'ils sont menés, qui sont tous segmentés, ils sont tous un peu aliénés dans leur travail. Vous savez, chacun fait un petit bout de la chaîne et ne sait pas ce que font les autres. Et évidemment, ils sont plus vulnérables. C'est des petites unités, ils ont moins d'argent, ils peuvent moins facilement se défendre. Et le fait d'externaliser, de sous-traiter de la recherche et développement, c'est aussi mettre en péril les connaissances qui sont produites là. Et la sixième mission, donc la dernière, c'est d'émettre des recommandations sur l'action que peuvent entreprendre les décideurs publics pour préserver l'industrie aéronautique française et l'adapter aux impératifs écologiques dont on a évoqué précédemment, et confier aux salariés un pouvoir de décision sur son évolution. Eh bien oui, c'est-à-dire que je pense que les trois priorités aujourd'hui sont celles-là. D'abord, il y a un appareil productif de pointe qui est numéro 1 mondial. Donc, il y a des qualifications, il y a des savoirs, il y a des connaissances. Évidemment qu'il faut les conserver. Il y a toute connaissance dans l'aéronautique, c'est aussi une connaissance dans le spatial, c'est une connaissance qui a aussi un enjeu écologique, par exemple sur la géolocalisation, des choses comme ça. Donc, il y a des savoirs à protéger. Ces savoirs à protéger, il faut les mettre au service de la transition écologique. C'est-à-dire, ce qui joue, c'est la survie de l'humanité. On ne va pas attendre pendant des années et attendre que les actionnaires aient une espèce d'épiphanie en se disant super, la planète est plus importante que mon argent. Ça n'arrivera pas. Petite spoiler, vraiment, ça n'arrivera pas. Ces gens-là sont prêts à mourir avec leur argent. Donc, enfin, mourir, plutôt tuer les autres d'abord et mourir après. Enfin, troisièmement, il y a évidemment la question du rôle des droits des salariés dans la filière. Parce que les salariés savent faire plein de choses, ils ont plein d'idées. Vous allez dans n'importe quelle de ces boîtes de l'aéronautique, vous avez des salariés qui vous disent on peut faire autrement, on peut faire différemment, on a des pistes de recherche, on peut développer.
en termes de technologique, industrielle, etc. Donc, il faut trouver les moyens que ces salariés soient mis aux commandes de plusieurs projets, que les directions soient obligées de composer avec eux. Bref, qu'il y ait une vraie réflexion totale avec les plus experts du système, c'est-à-dire les salariés. On a une question de Erol dans le chat qui dit à propos, dans le programme LFI-NUPES, que feriez-vous pour améliorer les conditions des sous-traitants? Alors déjà, il y a une question simple, c'est qu'il faut limiter les degrés de sous-traitance. La première réponse à ce qu'on fait de la sous-traitance, c'est de l'encadrer. Donc, pas de niveau de sous-traitance qui sont au-dessus de 3 ou 4. Ensuite, il y a évidemment la responsabilité du sous-traitant. Nous, on défend le fait que que le donneur d'ordre, excuse-moi, j'ai inversé, que le donneur d'ordre est responsable vis-à-vis de son sous-traitant. Ce n'est pas à lui de se défausser socialement. Lorsqu'il arrive quelque chose à un salarié dans la sous-traitance, eh bien, le donneur d'ordre doit pouvoir être tenu pour responsable. Je peux vous dire que si vous faites ça déjà, vous avez renversé un certain nombre des tares, on va dire, de la sous-traitance aujourd'hui. Et puis derrière, lorsque l'État français est actionnaire, comme c'est le cas dans l'aéronautique, eh bien, une des conditions pour moi de l'actionnariat, c'est évidemment d'encadrer la sous-traitance. Pourquoi l'argent public servirait à faire de à de la maltraitance de salariés? D'ailleurs, en parlant de la sous-traitance, j'ai souvenir moi d'une PPL d'un de vos collègues, enfin pas de votre groupe, mais de Pierre Morel à l'huissier, qui a déposé au début du mois de mars une PPL pour mettre fin à la sous-traitance en cascade. Alors lui, il avait fait dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais je pense que par amendement, ça peut être ouvert en général. Bien sûr, bien sûr. Après, dans l'aéronautique, c'est rare que vous ayez de la cascade, en fait. C'est souvent un ou deux niveaux de sous-traitance. Donc, vraiment, l'enjeu dans l'aéro, mais qui n'est pas le cas dans le BTP, hein, c'est pour ça que c'est important ce que vous soulignez là. L'enjeu dans l'aéro, c'est vraiment, avant tout, la responsabilité du donneur d'ordre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive en termes écologiques ou social dans l'activité sous-traitée, il faut qu'il soit responsable, qu'il puisse être tenu pour responsable juridiquement et autres. Et après, il y a évidemment l'enjeu de savoir comment on fait en sorte d'avoir une capacité d'intervention sur les projets des sous-traitants. Alors, l'idéal est d'internaliser au maximum. Moi, c'est ce que je défends, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait de plus en plus comme revendication syndicale. Dans l'aéronautique, vous avez une des rares intersyndicales du pays, notamment autour d'Airbus, qui prend en compte donneurs d'ordre et sous-traitants, avec l'ensemble de l'intersyndicale de l'aéronautique. Donc, il y a cette conscience dans l'aéronautique déjà assez avancée de la défense des droits de manière unique entre donneurs d'ordre et sous-traitants. On a alors une remarque de professeur Wannabe dans le chat qui dit justement pour moi le problème c'est pas les actionnaires. Le problème c'est l'autorisation de pouvoir revendre ses actions à court terme, ce qui crée de la spéculation, du boursicotage à court terme. L'économie irait beaucoup mieux s'il y avait par exemple une loi internationale pour imposer une durée minimale d'investissement avant revente des actions du genre 3 mois. Aujourd'hui les transactions sont faites par ordinateur et en moyenne elles durent que quelques minutes. Je pense qu'on n'est pas en désaccord. On n'est pas en désaccord pour une raison simple, c'est que le comportement des actionnaires que je critique et que j'épingle ici, il est lié au droit qu'on leur donne. Donc effectivement, moi je suis d'accord, il faut limiter la capacité de vente et de revente des actions. Il faut imposer une durée de détention limitée minimum et surtout des droits de vote qui vont croissant avec la durée de détention. Mais une fois que vous avez fait ça, en fait, vous changez aussi le comportement de l'actionnaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'opposition entre la règle et l'individu. C'est l'individu agit en fonction de la règle et la règle, évidemment, elle est plaquée sur des comportements, quoi. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux et je suis tout à fait d'accord il faut allonger les durées de détention. Après, je pense quand même qu'il faut faire monter la part du public dans l'industrie aéronautique et notamment l'exercice par le public de son pouvoir de contrôle. Parce que un actionnaire, même s'il garde l'action 6, 9, 12 ans, je pense qu'il n'a pas toujours les mêmes intérêts quand même que les salariés et que on va dire, le plus grand nombre censément représenté par l'État. Et donc, dès lors, il faut quand même limiter la capacité des actionnaires à peser sur la stratégie de l'entreprise. Vous dites le public. Est-ce que vous pouvez nous définir qui est-ce qui rentre dans ce public-là? Est-ce que c'est moi, Hugo Couturier, qui connais rien à l'industrie aéronautique? Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans le domaine? Ou est-ce que c'est Hugo Couturier qui connaît l'industrie aéronautique, mais qui va crever s'il y a 4 degrés de plus? C'est pas faux. Donc voilà. Ou Adrien Clouet, peut-être, non? Oui, ou Adrien Clouet, évidemment. Vos premières actions, je ne sais pas. J'ai pas un igloo secret quelque part privatisé sur une île. Donc, j'appelle Mediapart, ils vont chercher un peu. Ouais, ils peuvent chercher, il n'y a pas de souci. Mais donc, bien sûr, c'est nous toutes et nous tous. Ça ne veut pas dire qu'on va siéger
si vous voulez, au conseil d'administration. Hmm. Évidemment qu'on va déléguer des gens pour le faire. Mais en revanche, il faut des personnes qui nous représentent au CA, qui disent voilà quel est l'intérêt de l'humanité, quel est l'intérêt en tout cas des Françaises et des Français dans le secteur. Et cet intérêt, il est politiquement débattu. Et c'est important qu'il y ait des débats publics sur qu'est-ce qu'on attend de l'aéronautique, qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on souhaite faire, et que ces débats puissent être directement transmis dans les conseils d'administration, puisque si l'industrie, elle vit notamment de capitaux publics, eh bien, elle a une responsabilité par rapport au contribuable qui a mis l'argent dedans, c'est-à-dire vous et moi. On a Karim dans le chat qui dit Colère était au conseil d'administration à Saint-Nazaire et il défendait MSC. Ah bah attendez, c'est exactement ce que je pointais tout à l'heure. On a aujourd'hui des actionnaires qui sont dits indépendants, qui font ce qu'ils veulent. Hmm. Donc il y a un problème. Et un des buts de la commission d'enquête, c'est justement d'enfin entendre ce qu'ont fait les actionnaires qui nous représentent dans les CA. Quelles ont été leurs décisions, qu'est-ce qu'ils ont souhaité faire, quels ont été leurs choix, quels ont été leurs votes. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Donc il faut les responsabiliser. Et c'est le premier pas pour se dire, bah, reprenons notre place dans ces CA et ayons des représentants qui sont un peu dignes de ce nom. Et justement, imaginons, cette commission d'enquête passe, voilà, malgré votre droit de tirage déjà utilisé. Comment ça se déroule? Comment s'enclenchent les choses en interne, j'allais dire dans la tambouille à l'Assemblée? Comment ça s'organise? Bon, alors tous les groupes désignent des personnes pour y siéger. Vous avez vu, là, on s'est positionné sur 30 membres. Donc, tous les groupes au prorata, hein, proportionnellement, désignent quelqu'un et on fait un programme de travail. À 30, on décide des gens qu'on va auditionner, des informations dont on a besoin et on siège plusieurs heures par semaine. Généralement, les commissions d'enquête ont un côté un peu intensif, donc ce qui est très bien. Ça permet aussi de se mettre dedans, quoi, de ne pas avoir un truc ponctuel une fois tous les mois. Donc, on siège plusieurs heures par semaine, on le travaille, on auditionne des gens, on note évidemment l'information, on compile les données dont on dispose au fur et à mesure. Évidemment, on va récolter les données selon ce qui est déclaré, on confronte les déclarations les unes aux autres, on confronte les données aux déclarations, etc. Et une fois qu'on a ces différentes connaissances, eh bien, on rend un rapport qui est généralement un rapport un peu fourni, hein, de quelques centaines de pages, et qui est censé faire le point, disons, faire la clarté sur l'ensemble des questions qu'on posait initialement. D'accord. Et vous avez déjà cité quelques noms, mais est-ce que vous avez d'autres idées de personnes que vous pourriez convoquer? Parce qu'on rappelle que c'est sous serment. Est-ce que vous avez des idées de personnalités que vous pourriez appeler? Bon, d'abord, toutes celles et ceux qui ont siégé pour nous dans des CA de l'aéronautique, évidemment, les personnes qui ont été décisionnaires à un moment donné, donc les ministres de l'économie et des finances, notamment, qui ont pris des décisions sur les OPA hostiles à l'étranger, les dirigeants des entreprises de l'aéronautique, du secteur, évidemment, il faut les entendre pour avoir leur version des faits aussi sur comment elles ont perçu les différentes attaques qu'elles ont pu subir et le soutien public ou pas qui a été accordé. Les syndicats du secteur sont quand même généralement les mieux placés pour nous expliquer exactement ce qui s'est passé en termes d'OPA hostile, de spéculation, de choix industriels. Des chercheuses et des chercheurs, bien sûr, qui suivent les questions de l'aéronautique et de l'industrie française, il y en a plein. Des élus locaux, je pense, dans certains cas, qui ont pu être amenés à voir des restructurations de l'industrie là où il ou elle réside. Voilà, je pense qu'une fois que vous avez fait un peu cet ensemble de spécialistes, vous avez quand même des informations assez utiles que vous pouvez croiser, synthétiser et publier. Alors, je vais vous poser une question. Il y a eu 39 propositions de création de commissions d'enquête déposées à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez combien la France insoumise en a déposé de demandes? Sur 39, Ouais. je dirais qu'on a peut-être fait un peu moins de la moitié. 19 sur 39, donc quasiment la moitié. Alors que le deuxième groupe, c'est le RN avec 6 demandes et LR avec 5. Oui. Comment vous expliquez cette surreprésentation quand même de la France insoumise là-dedans? Parce qu'il y a deux types de députés. Il y a ceux qui posent des questions et ceux qui gobent les réponses. Oh, oh, ça dénonce. Ça dénonce. Et justement, on avait une question comme ça dans le chat de Erol qui dit comment vous choisissez entre vous à la LFI la priorité des commissions d'enquête? Il dit par exemple TPMP et les médias ou l'affaire de la syndicalisme paraissent également très importantes par exemple. Oui, c'est vrai. On le discute au bureau du groupe. Voilà, on le discute au bureau du groupe. Et dès lors qu'on a un droit de tirage, voilà, c'est là qu'on pose la question. Pour le droit de tirage ou pour la niche parlementaire, on fait le point sur ce qu'on a à disposition en demande de commission d'enquête et on vote entre nous. Et là, la prochaine niche, ce sera du coup l'année prochaine pour vous. Pareil pour le droit de tirage. Il y aura sûrement d'autres propositions d'enquête, de création de commissions d'enquête qui vont se créer. Comment vous allez vous Si les macronistes nous foutent un scandale par semaine, si vous voulez, c'est pas ma faute. Mais comment vous allez faire du coup en bureau justement pour mettre vos billes
en avant sur ce texte-là plutôt que sur un autre? Bah, il faut voir, d'abord, il faut bien voir que l'objectif qu'on a là, avec mes 3 collègues de la Haute-Garonne, comment dire? C'est de convaincre Hmm. d'autres députés de l'intérêt du truc, et y compris chez les macronistes. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des députés macronistes qui trouvent la déstructuration du secteur inquiétante, qui trouvent la passivité des pouvoirs publics inquiétant, et qui donc sont susceptibles en fait de reprendre l'idée de nous rejoindre, de proposer une version intermédiaire. Enfin bref, déjà, on le met dans le débat public pour faire en sorte que les élus, y compris pas du tout de notre bord idéologiquement, se saisissent du sujet, se disent bah oui, effectivement, ils mettent le doigt sur un truc important et essayer d'avancer avec le plus grand nombre comme ça. Et justement, par rapport aux 3 points que vous aviez évoqués au début sur pourquoi l'avoir déposé malgré le droit de tirage, il y a Leto qui dit dans le chat, est-ce que ça va pas aussi dans le sens de la stratégie de la conflictualisation du débat théorisé par Jean-Luc Mélenchon? Bah, d'abord, ça va pas plus dans le sens qu'autre chose parce que c'est évidemment notre stratégie. Bien évidemment, de toute façon, si vous voulez que les gens aient une conscience politique, il faut créer du conflit. Après, en l'occurrence, si vous voulez, on n'a pas eu à faire grand-chose. On s'est penché pour le ramasser, le conflit, hein, parce que la fermeture de la TCOR, c'est dans la circonscription de Anne-Stambach-Terre-Noire, donc ma voisine insoumise dans la Haute-Garonne. On a les syndicats qui viennent nous voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour faire un point sur les questions aéro. Nous, à Toulouse, on a le CNES, Airbus, Thales, Safran. Enfin, vous voyez, la question de l'industrie aéronautique, elle est là, elle est présente, et c'est une demande des personnes, des ingénieurs, des ouvriers, des personnels administratifs, etc., qui nous disent on a des vrais problèmes dans cette industrie, et s'il vous plaît, saisissez-vous du sujet et essayez de le porter. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Il y a une question aussi qui dit déstructuration du secteur, point d'interrogation, mais pourtant il y a beaucoup de création de postes dans le secteur de l'aéro. Oui, mais c'est pas parce que vous avez des postes que la filière fonctionne. Vous avez Hmm. par exemple une filière structurée, pour moi, c'est une filière où, par exemple, personne ne se fait concurrence sur un même segment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une filière structurée, c'est une filière où dans le GIFAS, le groupement, vous avez des projets à 10-15 ans partagés, ce qui est quand même pas très souvent le cas. Un secteur structuré, c'est un secteur où vous avez un groupement d'intérêts scientifiques où les différentes boîtes mutualisent la recherche-développement, par exemple, pour aller plus vite, plus loin. Tout ça, ce sont des enjeux d'un secteur structuré, ce qui aujourd'hui n'est clairement pas le cas, puisque beaucoup de boîtes ont leur perspective, elles portent leur stratégie, et c'est légitime, c'est normal, c'est des entreprises indépendantes. Mais c'est à l'État, à la puissance publique, de structurer tout ça et de les protéger, à la fois des offensives de l'extérieur et à la fois de la rapacité d'actionnaires intérieurs. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que déposer autant de propositions de commissions d'enquête, c'est un peu des coups de com', Je donc suis vous allez notre en nouvel faire ami. des tweets quelques jours, quelques semaines, et qu'après on va passer à autre chose, à une autre proposition, à une autre polémique, etc. Bah là, il n'y a pas de polémique. En l'occurrence, l'effet que ça a produit de publier ça, il est assez simple. C'est qu'on a dit à plein de salariés de l'aéronautique que leur situation, on s'en souciait et que la lutte, fallait la mener. Et on leur a dit, vous êtes légitimes à critiquer les attaques issues de l'étranger, vous êtes légitimes à critiquer vos actionnaires, vous êtes légitimes à critiquer la passivité de l'État. Donc il y a déjà un effet, en fait, vous voyez. Hmm. Le simple fait de le déposer, ça donne du courage aux gens qui se battent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui inventons le truc de notre tête, hein. On est là parce qu'on veut donner du courage aux gens, se battre avec eux. Maintenant, on utilise tous les moyens à notre disposition. La demande d'une commission d'enquête, c'est un moyen au niveau parlementaire pour soutenir les salariés, mais on n'a pas besoin de ça Hmm. pour être sur le terrain avec eux et avec elles. Donc, il ne s'agit pas tellement d'un coup de com', parce que s'il s'agit d'un coup de com', vous savez, on aurait pu faire un communiqué de presse et de point. On aurait dit on dénonce le machin. On ne veut pas juste dénoncer, on veut des informations. Et on pense qu'il y a un intérêt public réel à avoir les informations qu'on demande ici. Oui, donc quand bien même il n'y aurait pas de commission d'enquête sur le sujet et pas d'impact direct, parce que c'est pas cette volonté qui va changer les choses, c'est l'idée de mettre une petite graine dans l'état d'esprit pour Bien le sûr. futur. Ah bah évidemment. Et puis bien montrer au secteur qu'on prend note. On a bien noté quels étaient les sujets problématiques et on a des personnes qui nous parlent. Moi, j'ai encore eu hier 2 ingénieurs Airbus qui m'ont mis un petit message en disant c'est vachement chouette la commission. Nous, ça nous donne aussi un peu des billes en interne. Hmm. Alors, pas tellement dans Airbus parce que c'est plutôt pour parler avec leurs collègues dans d'autres boîtes, notamment équipementiers. Ils disent nous, ça nous donne un peu des billes aussi pour structurer la pensée, pour continuer à avancer. Vous savez, il y a des collectifs, hein, collectifs pour une autre aviation. Il y a des collectifs de réflexion, il y a des collectifs de recherche qui se posent la question de comment on repense l'aéronautique avec les défis actuels. Eh bien, nous, on veut travailler avec eux et avec elles et on leur donne un coup de main. On a Karim qui dit Casino, grand groupe alimentaire, va se faire acheter par un milliardaire tchèque. Nos secteurs stratégiques sont en danger. Bah oui, il a raison. Il a raison. Bah du coup, vous me donnez rendez-vous, piquet de grève, on arrive. Hein.
On a quelques autres questions un peu plus politiques générales Oui. avec vous, qui nous dit oui, sur l'apparente désorganisation de la NUPES avec les universités d'été au même moment qui ont été annoncées. C'est vrai que toutes les composantes de la NUPES fêtent leur journée d'été quasiment le même jour, le même C'est week-end. toujours été le cas, hein. Mais justement, pourquoi ne pas changer ça? Enfin voilà, c'est la question, Les gens doivent avoir des vacances. tout simplement. Collaborateurs parlementaires, si vous voulez, si on, si Hmm. on- si on leur fout des universités d'été sur 4 semaines d'affilée en août, je peux vous dire, Ah, après, pourquoi pas, du coup, hein, ça accélérerait les choses. Non, mais d'ac- on ne peut pas manger tout le mois d'août de tout le monde. Évidemment hmm. qu'on fait toujours sur la fin août, parce que tout le monde a beaucoup bossé, on a des équipes, ils ont des droits aux congés payés, comme tout le monde. Et donc, les congés payés, ils les posent en août. Et si on commence à devoir organiser pour chacune des 4 forces un week-end différent, il n'y a plus de mois d'août. On a une autre question, alors là, qui revient au sujet de professeur Wanabi encore, qui dit la structuration de filières, c'est au final supprimer toute forme de concurrence internationale et internationale, mais cela ne va-t-il pas à l'encontre de la baisse des prix? Par exemple, s'il n'y avait qu'une seule marque de supermarché en France sans concurrence, les prix des produits, même de première nécessité, seraient très très chers. Du coup, cette approche n'est-elle pas anti-consommateur et contre la démocratie de l'accès aux produits de consommation? Non, parce que je pense que ce pas les mêmes gens qui consomment des nacelles d'avion et des boîtes de petits pois, si vous voulez. Oui. Donc, en termes de quantité qui est distribuée et en termes de structuration du marché, c'est très différent. Et puis, par ailleurs, la concurrence internationale, elle existe. Donc, en réalité, il y a déjà une pression au prix qui vient de l'étranger. Mais non, je ne pense pas. Et après, justement, l'intérêt d'intégrer la filière, c'est justement d'avoir une puissance publique qui opère aussi un contrôle sur les prix. Hmm. Dès qu'on est actionnaire des entreprises, il faut aussi qu'on agisse sur le contrôle des prix et sur la chaîne de valeur de tout au long. Mais c'est un vrai sujet, hein, ce qu'évoque le copain. Hein. C'est pas du tout prenez-le au sérieux. C'est vraiment important. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est des monopoles privés. Ça, c'est le pire truc. Il faut une Hmm. filière structurée pour justement éviter le monopole privé et le gaspillage. Parce que quand même, on va se dire les choses. Si vous avez 3 boîtes qui font des nacelles, ça veut dire que chacune des 3 fait de la R&D et donc reporte le coût de la R&D sur la nacelle. Donc parfois, ça coûte quand même plus cher la concurrence que le monopole. Un exemple, la téléphonie. On a une autre question de Stéphane, donc qui est militant ELV, qui dit Adrien, qui vous tutoie. Adrien, ton jeune âge, 31 ans, est quelque chose que tu prends dans les dents de la part de tes collègues députés? C'est une Pas question. trop. Enfin, c'est une question. Oui, c'est une question. Y a pas, j'ai pas dit le point d'interrogation à la fin, mais oui, c'est une question. Ben non, pas trop en fait. Ça va. Après, je pense parce que dans ce nouveau Parlement qui ressemble quand même plus aux gens que celui d'avant, je suis pas tout à fait dans les plus jeunes, donc ça va. Il y en a d'autres qui prennent à ma place. Bah oui, on voit Louis Boyard, Temetaï Le Guéic, qui est Voilà. pareil, le plus Non, jeune mais député. il y a les collègues plus jeunes qui prennent. Moi, ça va. Je suis pas trop ciblé là-dessus. Et puis, Enfin, pour ma défense, 30 ans, on n'est plus jeune. Dixit à 24 ans, il en profite. on n'est pas non plus vieux, s'il te plaît. Merci. Euh, pour parler d'une autre affaire, il y a une petite polémique là actuellement à la France Insoumise, c'est la potentielle création d'un courant interne de Clémentine Autain qui a lancé son mouvement, Emmanuel Bompard qui a mis une fin de non-recevoir. Certains ont crié à un manque de démocratie interne au sein de votre mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à cette polémique? Bah non, je veux dire, ils ont créé un parti politique. Après, ils font ce qu'ils veulent dedans. Enfin, moi, je j'ai rien à dire à ce que font les copains qui sont membres de GES, donc gauche écologiste et Écologique sociale. et social. Moi, j'ai pas de conseils, de leçons ou rien que ce soit à leur donner. Après, il y a eu un effet de langage. J'ai entendu que le copain qui avait dit on fait un courant est revenu lui-même sur les propos 2 jours après en disant non, mais c'est pas un courant, c'est juste qu'on a notre parti politique et on a des opinions qu'on va défendre dans la FI. Ça, il n'y a pas de souci. Et au sein aussi, il y a eu plus récemment Carlos Martins Bilongo qui a été mis en cause. Oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ces révélations-là, révélées par Mediapart et BFM? Ça vous a Bah, d'abord, inquiété? j'ai fait comme à chaque entre guillemets révélation. J'ai attendu son communiqué de presse à lui pour avoir le son de cloche. Et moi, j'étais assez rassuré par ce qu'il nous a envoyé. Il nous a dit assez clairement que sa comptable ne voit même pas exactement de quoi il parle. Apparemment, il y a une confusion entre des comptes perso et des comptes d'entreprise. Donc bon, écoutez, pour l'instant, très bien. Les autres enquêtes, eh ben, qui mènent l'enquête. Et puis, pour l'instant, Carlos, bon, ça lui prend beaucoup de temps, donc je pense que c'est un peu dommage. Mais Carlos est occupé à récolter les informations, les données, les documents pour sa défense. Bon, ben voilà, très bien, il le fait. Après, maintenant, j'aimerais bien qu'on en sache, qu'on puisse avancer un peu plus vite et que Carlos puisse enfin avoir la parole pour exprimer où il en est.
Et on a une autre question, alors pour reparler des courants, de la même manière, Ruffin qui fait un appel aux dons pour grossir, c'est ce qu'il dit. Pourquoi LFI ne soutient pas plus ces figures, demande Leto. Bah, en l'occurrence, Ruffin, il a fait un appel aux dons pour son équipe. Donc, vous voyez, c'est normal. Après, les filles, on va pas faire des appels pour chaque équipe individuellement. D'ailleurs, de mémoire, dans son communiqué, il dit pour faire grossir son équipe parlementaire. On Oui. est d'accord que, enfin, c'est une question, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut payer ses collaborateurs parlementaires avec des deniers personnels? Non. C'est Non, non, qu'avec les enveloppes, du coup. vous avez une enveloppe de, je crois, c'est 11 000 euros par mois. Et c'est l'enveloppe qui sert à payer les collaborateurs, collaboratrices. Après, vous avez le droit de déborder sur d'autres forfaits. Vous avez les frais de mandat, par exemple, en gros, qui servent à payer les déplacements, les trucs comme ça. Vous avez le droit de mettre une partie de cet argent-là, par exemple, pour payer des collaborateurs. Moi, dans mon cas, vu qu'on est, j'ai 4,5 personnes qui travaillent avec moi, on déborde sur les frais de transport, par exemple. Voilà, donc Hmm. écoutez, on dort en Formule 1 et puis on fait du vélo et puis voilà. Et puis on paye un peu plus de gens. Et dans les prochains, on va y avoir un gros projet qui va arriver. De toute façon, c'est cette fameuse niche parlementaire du 8 juin que beaucoup attendent. Hein, on va pas se mentir avec ce fameux article 40, Oui. etc. Qu'est-ce que vous pensez des dernières révélations qui ont été faites où, en fait, en commission, l'article premier de la PPL Lyotte pourrait être supprimé pour ensuite Oui. que les forcer à déposer un amendement et que l'amendement soit frappé par l'article 40. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, de, mais de déjà, ce... pour que tout le monde comprenne, l'article 40, c'est l'interdiction de faire un amendement qui rajoute une charge publique, c'est-à-dire qui rajoute des frais. Bon, il n'y a pas de révélation. Si vous voulez, on ne Hmm. va pas découvrir en mai 2023 que les macronistes n'aiment ni la démocratie, ni le vote, ni l'État social, ni les retraites. Il n'y a pas trop de surprises. Donc maintenant, la question, c'est comment on se bagarre contre eux. Et donc, on va mener la lutte pied à pied pour les empêcher d'opérer la dernière magouille, voilà, la dernière idée de Madame Berger, qui est jamais avare d'une je cherche un terme correct, qui n'est jamais avare d'une idée contestable pour réussir à empêcher ses collègues députés de s'exprimer, de voter et même de défendre des projets qui sont majoritaires dans le pays, comme l'abrogation de la réforme des retraites. Mais vous inquiétez pas, on va se battre pied à pied, seconde après seconde, ligne après ligne, Et imaginons, j'imagine. cette réforme, enfin cette PPL est adoptée. Oui, Qu'est-ce que vous attendez? bah d'abord, je vais acheter des paquets de mouchoirs aux macronistes, évidemment, mais une fois que ce sera fait, eh bien, je me dis qu'on retrouvera un peu de paix dans le pays, c'est bien. Il y aura un peu de calme. Non, je parlais à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle va aller au Sénat. Ah, pardon, vous voulez dire dans le Oui, en première lecture, pas en deuxième. Ok, et ben ça va au Sénat, qui le vote ou pas. Et après, selon, alors s'ils l'ont voté dans les mêmes termes, ça revient, on est bon. Il y a peu de probabilité que ça soit le cas. S'ils sont pas d'accord, ça revient en commission mixte paritaire. Et après, on propose une version qui est soumise à l'Assemblée nationale, qui l'accepte ou la refuse. Et après, le dernier mot. Et donc voilà. Et dans l'autre hypothèse, si, comme vous dites, la magouille macroniste passe, ou si tout simplement, bah, y a pas vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, quelle arme il vous reste, sachant que le RIB, vous pouvez pas le faire avant un an. Quelle arme il vous reste? Bon, bah déjà, je pense qu'on va redéposer le texte d'abrogation tous les 2 mois, parce que c'est de la guérilla parlementaire à fond. Puis bah, l'arme, c'est la guerre totale, sur tous les textes. C'est-à-dire, on va leur pourrir la vie. Ouais, C'est-à-dire, c'est ce vous qu'ils pouvez font au nous... pays. C'est ce qu'ils font au pays, donc on va leur pourrir la vie, on va rien lâcher. On va se battre et dès qu'on pourra, on déposera tout le temps, tout le temps, tout le temps des textes abrogeant la réforme des retraites. Est-ce que Et ça risque pas d'affaiblir... eh ben, on le passera. Est-ce que ça risque pas, j'allais pas dire d'affaiblir, mais de fatiguer vos troupes, plutôt que faire un gros, j'allais dire un gros assaut, Ah bah, dans la c'est sûr métaphore que de ça va guerre. nous fatiguer, mais après, vous savez, bosser 2 ans de plus, ça va plus fatiguer les gens que nous. Donc c'est pas grave, on peut donner. Et justement, en parlant du futur, la prochaine échéance électorale, c'est les sénatoriales. Oui. Est-ce que vous avez quand même l'espoir de refaire basculer le Sénat après 2011, qui était la dernière bascule, ça n'a duré que 3 ans. Est-ce que vous avez l'espoir quand même de faire basculer le Sénat en Moi, je 2023? pense que c'est possible. Maintenant, il faut que les élus participent à l'élection et qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent à la fois du gel des dotations, parce qu'aujourd'hui, être maire, ça va de moins en moins d'argent, donc vous pouvez faire de moins en moins de choses. C'est un vrai problème quand même démocratique. On ne peut pas avoir des élus locaux qui n'ont pas les moyens de mener sur quoi ils ont été élus, même en termes de rénovation urbaine, etc. Ils ne peuvent rien faire. On les a totalement cadenassés. Et deuxièmement, il faut que les élus locaux aillent dire aux macronistes ce qu'ils pensent du prix de l'énergie. On ne peut pas avoir un Hmm. marché européen de l'électricité comme il fonctionne aujourd'hui, aussi délirant. Et il faut qu'ils en mettent un stop
Et mettre ce stop, ça passe par le Sénat. Et on a une autre question dans le chat. Que pensez-vous de l'idée d'une primaire de gauche qui commence à être discutée dans la vue d'une candidature commune Ouais. en 2027? Moi, les primaires, c'est pas trop mon truc, à la fois pour une raison historique, parce qu'en général, c'est quand même le pire qui s'en sort. On a déjà vu. On a quand même donné les primaires socialistes, un truc qui produit François Hollande, quoi. Enfin, franchement. Oui, mais je vous rappelle qu'il a quand même été élu président. Oui, c'était super, hein. On n'a vraiment pas regretté, hein. Bon, donc je pense que c'est répondu, quoi. Pareil, les primaires de droite, quoi. Franchement, je veux dire, c'est de l'enfer à chaque fois les primaires. Vous avez toujours le mec un peu centriste, le plus mou, qui arrive à faire voter des gens qui de toute façon ne vont pas voter pour lui à l'élection présidentielle, qui viennent juste pour pourrir le candidat de l'autre, ou alors qui viennent juste pour avoir un candidat qui pourrait voter eux aussi. Du coup, François Fillon appréciera d'être qualifié de mou, du centre. par rapport à Sarkozy, il y a des gens qui ont été votés pour lui contre Sarkozy. Ouais. Donc, bien sûr, il y a toujours des votes stratégiques à la con, des trucs, un jeu de billard à 6 bandes, des gens qui ont voté pour lui, pour empêcher un autre, deux, etc. Enfin, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense que. Mais dans ce cas-là, qui est Adrien Clouet en 2027? On en reparle en 2025. Ah ouais, mais vous voyez bien dans les sondages qu'il y a plusieurs personnes possibles qui peuvent y aller. Les derniers sondages, vous avez Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, ils peuvent tous accéder au second tour. C'est une bonne nouvelle, non? La gauche de rupture, elle est là pour longtemps. Ah, bah on espère pour vous que vous arriverez, que ce sera pas une gauche de rupture d'opposition, mais que vous arriverez au bout d'un moment quand même. Ah bah, moi aussi, j'espère. Attendez, la première campagne qu'on a faite, c'est 2012, on a fait 11. Là, la dernière fois, on a fait 22. On a quand même bien progressé, on a doublé. Et pour les européennes, Oui. après quand même le petit échec de 2019, vous avez terminé quasiment à égalité avec le PS, et avec ELV qui avait le double de vous. Quelle stratégie vous pensez pour être la bonne pour les européennes? Ben, nous, on défend, comme vous l'avez vu, hein, l'option d'avoir une liste unique pour les européennes de la NUPES. Mais la stratégie, c'est de partir des combats communs, quoi. C'est de se dire sur quoi on se bat au Parlement européen sérieusement aujourd'hui. On se bat contre le glyphosate et les polluants. On se bat pour le droit à l'eau, notamment à l'eau pure. On se bat contre l'uberisation et pour une directive européenne là-dessus. On se bat pour une directive SMIC qui mette fin au dumping. Bon, ça, c'est des vrais combats quotidiens qu'on mène tous ensemble. Qu'on soit écologiste, socialiste, insoumis, ou le PC quand il siégeait. Donc, on a des combats communs sur lesquels on vote pareil. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre ça. Il faut faire un combat concret. Qu'est-ce qui se joue au Parlement européen, concrètement? C'est de dégager des commissaires, d'une part, notamment les plus pourris d'entre eux, et c'est de se battre sur des directives européennes pour les réécrire. Bon, ben voilà. Mais ben, partons de ce qui se passe vraiment dans ce Parlement, disons la vérité aux gens. Mais le vrai sujet aussi par rapport à ce débat-là, c'est-à-dire que, ok, il y a une liste unique, mais vous n'allez pas me dire que Europe Écologie Les Verts, le PS, le PCF et la France Insoumise vont siéger dans le même groupe au Parlement européen. Non, c'est Donc comme au c'est Parlement pas un national, si vous peu... voulez. Je peux quand même remarquer que c'est pareil à l'Assemblée nationale. On a chacun Oui, notre groupe. Bah voilà. mais la logique de Bah groupe alors. à l'Assemblée nationale, vous êtes sûr, ce que je veux dire, c'est que à l'Assemblée nationale française, il n'y a qu'un seul collège électoral, qui est Oui. les Français. Mais en Union européenne, bah, c'est un groupe national dans un groupe. Enfin, Ouais. donc ça change aussi quand même par la Bah, c'est bien, comparaison on avec fera l'Assemblée. Tâche et on fera exemple. C'est génial. C'est une raison de plus de le faire. Bon, les gens dans le chat, ils sont chauds patates hein, sur les européennes. Là, on a plein de questions. Et on en a une qui dit, il y a Stéphane, qui est lui militant ELV, qui dit liste unique pour les européennes, mais pas de primaire pour la présidentielle. Et il dit, comme ça vous arrange en fait les insoumis, non? Bah pourquoi? On est prêt à vous filer la tête de liste aux européennes. C'est encore mieux qu'une primaire, on vous la file. Attends. Cadeau, hein? Ben, certains, certains comment dire, écolos pourraient vous dire, oui, mais vous êtes bien gentil, mais on va d'abord décider qui sera notre tête, enfin, décider de notre côté. On a un peu l'impression que c'est le vœu du bon prince. Non, mais moi, je propose. Je ne suis pas en train de décider pour Stéphane. C'est copain, il fait ce qu'il veut dans son mouvement politique, il prend ses décisions. Nous, on propose, on met à l'ordre du jour un débat, une discussion, et on propose des termes. Après, ils prennent pas, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne suis pas du tout en train de me bagarrer avec Stéphane. C'est juste, on fait une proposition, voilà quel est le cadre de ce qu'on imagine, nous, être bien pour le pays. Maintenant, à discuter. Et Adrien Clouet sur la liste des européennes 2024, c'est possible ou vous restez à Paris? Moi, j'ai des luttes à mener pour la Haute-Garonne déjà, donc non, non. Et pour l'aéronautique?
Oui, et entre autres, parce que je suis aux commissions affaires sociales, donc bataille Mm. sur les retraites, les aides sociales, les prestations, le chômage, le code du travail, les ordonnances pénicaux qu'il faut encore qu'on arrive à zigouiller, etc. J'ai de quoi faire, hein, moi. Et on va pas tarder à se quitter parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et je Et pense oui, que que vous le temps avez. passe vite avec vous, c'est Bah formidable. oui. Et en plus, je pense que vous avez quand même d'autres occupations ce soir. Non, ma vie vous est dédiée. Non, oui, un peu. Non. Une autre actualité du jour, là, au moment où on se parle, il y a une manifestation actuellement à je vais avoir oublié le nom, à Saint-Brevin. Oui, Le maire a publié un communiqué quand même un peu mitigé sur cette manifestation. oui. Comment vous réagissez avec cet élan un peu tardif quand même après l'incendie de sa maison? Alors, tardif, non, parce que ça fait des mois qu'il y a des élus, d'ailleurs, de toute la NUPES, qui le défendent et prennent des positions en demandant à la préfecture de prendre des mesures et des dispositions Hmm. pour le protéger. Donc, il y a rien de tardif. En revanche, bon, écoutez, moi, je pense que le devoir d'un républicain, c'est d'aller défendre, y compris des gens qui n'ont pas envie qu'on les défende. C'est ce qu'on fait. Et autrement, dans l'actualité, il y a cet article qui a fait un peu polémique. Alors, le titre est un tout petit peu putaclic. Il dit: Le gouvernement veut inciter les sans-abri à quitter Paris. Oui, Et j'ai vu que vous avez réagi sur Twitter là-dessus. Alors, pour rappeler pour les personnes qui nous regardent, c'est en fait les hôtels dans lesquels les sans-abri sont hébergés, qui veulent récupérer leur place pour logiquement les vendre dans une logique capitalistique pour les mettre à disposition pour les JO et ils veulent et le gouvernement du coup veut ils vont bien devoir faire quelque chose des sans-abri et les envoyer dans les régions françaises, les oui. dispatcher. Comment vous réagissez à ça? Bah, écoutez, on voit très bien ce qu'est le macronisme. Ils préfèrent faire des efforts pour des touristes internationaux que pour des gens qui crèvent dans la rue, quoi. Voilà. Je pense que le résumé est assez bien fait. Il y a des gens qui sont en hébergement d'urgence, parce que c'est ça dont on parle, hein. C'est des gens en Hmm. hébergement d'urgence. Eh bien, ces gens vont être chassés de leur hébergement d'urgence, envoyés dans je ne sais quelle commune, et on commence déjà à voir que les endroits où ils sont mis dans ce qu'on appelle des SAS Hmm. pour les établir sont des endroits ignobles. Je me souviens plus quel est le nom de la commune, où, Je l'ai plus là. où on a vu que c'était un sol pollué, si vous voulez. Donc c'est bien. Les gens, on leur retire leur hébergement d'urgence et on leur file le cancer. Super. Et on apprend sur Europe 1 que les 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour le RSA ne figureront pas dans la loi travail. Oui. Est-ce que c'est une victoire pour vous ou est-ce que vous attendez qu'il y ait un loup? Non, bah attendez, non, non, c'est un bon point. Ça veut dire que la mobilisation générale des associations et des départements pilotes a conduit à ce que le gouvernement recule sur le travail obligatoire. Alors maintenant, il faut quand même bien noter un truc, c'est que ce qui reste au cœur de ce texte, c'est l'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire l'obligation d'accepter un emploi, quel que soit le salaire. Merci Macron, c'est une réforme de 2020, celle-là. L'obligation d'accepter une offre, quel que soit le salaire, sera maintenant étendue aux allocataires du RSA. Donc ce qui va se passer, c'est une spirale vers le bas au niveau des salaires, puisque des gens qui, par exemple, étaient, je ne sais pas, qui étaient à 1,2 SMIC, et après ont basculé au RSA faute de cotisation, vont être obligés de reprendre un emploi à 1 SMIC. Donc, cette logique-là, elle reste. Le texte, il demeure détestable, mais ce qui est notable, c'est qu'on a déjà marqué un point là-dessus. Il faut marquer un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'au retrait. Et les deux dernières questions, c'est quoi votre emploi du temps de ce soir et de la semaine? Est-ce que vous avez d'autres sorties prévues? Des sorties. Pas sorties sur le terrain, je veux dire, où vous restez à Paris. J'ai bien compris. Alors, bon, ce soir, il y a la LPM, la loi de programmation militaire, qui est continuée d'être examinée. Demain matin, on a la demi-journée d'études sur la gauche et les classes populaires de l'Institut La Boétie à l'Assemblée nationale que j'anime. Et demain soir, je suis en meeting sur les déserts médicaux avec Aurélien Pradier dans le Lot. Et vous êtes venu à Vendôme, d'ailleurs. Et je suis venu à Vendôme. Vendôme, Mon magnifique village de naissance. mais Vendôme, magnifique ville, même si on ne pardonnera jamais l'exécution de Gracchus Babeuf là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant d'exécution, anecdote aussi, tant qu'on est dans les anecdotes, le dernier bourreau français est mort à Vendôme. Voilà, une petite Et ben, anecdote comme comme ça. quoi, vous Comme quoi. voyez, c'est le karma. Et dernière question, c'est une question que je pose en général à tous les politiques, c'est quel est votre message aux jeunes alors ma génération, maintenant je suis un peu plus vieux, mais qui ont 18-20 ans, qui vont voter pour la première fois alors aux européennes, qui sont dégoûtés de la vie politique ou qui ne veulent pas aller voter, ou qui ne vont pas aller voter, ou qui s'en foutent tout simplement. Ben, je pense qu'il faut se demander une question assez simple, c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour soi et pour les autres? Enfin, est-ce que vraiment on souhaite pour soi et pour les autres de ne pas prendre 15 minutes
pour aller foutre un gros coup aux macronistes? Ou est-ce qu'on pense quand même que au bout d'un moment, la situation elle n'est pas tenable et qu'en fait, il faut se bagarrer par tous les moyens du bord? Alors évidemment, parfois c'est compliqué au quotidien parce qu'on galère, parce qu'on n'arrive pas à faire les courses, etc. Enfin, tout ça, c'est politique, hein. Si vous n'arrivez pas à faire vos courses, c'est parce que les paquets de pâtes, ils coûtent 20% de plus, même si Bruno Le Maire n'arrive même plus à le payer. Donc, si jamais vous êtes en difficulté, c'est parce que les autres ont décidé que vous étiez en difficulté. Maintenant, c'est à chacun de voir hein, si, ce qu'il en pense, s'il l'accepte, et s'il ne l'accepte pas, comment il veut se battre contre. Et la dernière question, Fayot du chat, d'un militant insoumis qui s'est pris d'ailleurs une grenade lacrymo lancée par un CRS sur la tête à Pau, qui vous demande comment ça fait d'être un député incroyable. Alors il l'a posé avant que vous veniez, mais Mais c'est je pas une voulais le question de relayer. Fayot. Il dit ça à tous les insoumis, j'ai bien compris. Il a raison, parce qu'on l'est tous. Eh ben parfait, merci beaucoup Adrien Clouet d'avoir répondu à mes questions Merci. et au plaisir de vous recevoir pour vos prochaines PPL. Eh bien, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.